Monsieur, bonsoir. Incontournable, voire vitale, la coopération économique entre le Maroc et l'Union européenne. Son importance n'est pas à démontrer. Plus des 2/3 du commerce extérieur se fait avec l'Europe. L'agriculture est un volet important de cette coopération. Cependant, les produits marocains ont de plus en plus de mal à s'exporter sur le marché européen, qui se réduit aussi de plus en plus au fil des années. Et cela au moment où devrait être renégocié le volet agricole entre Rabat et Bruxelles. Cela dit, l'agriculture n'est pas sans poser aussi de sérieux problèmes au sein même de l'Union européenne. Vaches folles, fièvre afteuse, OGM imposent aujourd'hui une indispensable révision de la politique agricole commune. La PAC dominée jusqu'ici par le seul souci de la productivité. Avec nous ce soir, Monsieur Jean Glavany, ministre français de l'Agriculture. Monsieur le ministre, bonsoir. Et merci de répondre à cette invitation. 2001 devrait être un rendez-vous important pour la coopération en matière agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Les deux parties devraient donc établir un calendrier pour renégocier le volet agricole. Connaissant les difficultés du dossier, pensez-vous que ces renégociations vont pouvoir aboutir à un accord? J'en suis convaincu. Je pense que les relations commerciales entre l'Union européenne et le Maroc sur le plan agricole ont une histoire parfois difficile, mais ont une histoire, et puis correspondent à un vrai besoin du Maroc et de l'Union européenne. Alors je sais qu'elles seront difficiles, mais toutes les négociations sont difficiles. Les premiers contacts informels qui ont eu lieu entre la Commission européenne et les représentants du gouvernement marocain ont eu lieu d'une manière informelle, et maintenant les négociations vont se nouer. Moi je suis très confiant. Je pense que nous ne pouvons pas, ne pas faire face à nos responsabilités, qu'il y aura un accord au bout de ces négociations, bien sûr. Alors justement, Monsieur le ministre, entre le Maroc et l'Union européenne, il y a un dossier en suspens, celui de la pêche. Bruxelles a pris la décision unilatérale de mettre fin aux négociations. Le Maroc ne cesse de réaffirmer sa disposition à renouer le dialogue. Vous êtes au Maroc également pour tenter une médiation. Sur la question, pensez-vous que les divergences vont être aplanies ? Alors deux précisions. La première, c'est que je ne suis pas là comme un médiateur. Hein. Je suis là comme un facilitateur, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais la question doit être abordée avec vous. Oui, mais bien sûr, nous avons abordé la question à la fois avec mon collègue ministre de la Pêche, M. Jbatou, puis avec le Premier ministre. Mais je ne suis pas un médiateur. La France est membre à part entière de l'Union européenne. C'est la Commission qui, institutionnellement, chez nous, négocie au nom de l'Union européenne avec un mandat de négociation qui lui est confié par le Conseil européen. Donc je ne peux pas à la fois être partie prenante de cette négociation à travers la Commission et en même temps médiateur, ça n'aurait pas de sens. Mais la France, compte tenu de ses liens de proximité historique avec le Maroc, a au cours de cette négociation essayé de faire acte de facilitateur. Voilà. Et donc on a à plusieurs reprises essayé de rapprocher des points de vue, ce qui n'était pas toujours très simple. Évidemment. Donc je ne suis pas dans une médiation à proprement parler. Deuxièmement, Bruxelles, comme vous dites, Bruxelles, ce n'est pas une entité comme ça abstraite, c'est le Conseil européen des ministres de l'Agriculture qui a non pas décidé unilatéralement de mettre fin aux négociations, mais qui a pris acte d'un échec de ces négociations. Décidé de mettre fin aux négociations. Qui a pris acte d'un échec. Alors, ce n'est pas une décision de mettre fin, c'est un moment, quand on est au bout des discussions, on peut continuer à discuter ou à discuter encore. Il y a un moment, en même temps, où il faut aussi arrêter de parler et puis tirer les conséquences du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour, sans crise aucune, sans drame, tirer les leçons, notamment pour la reconversion de la flotte de pêche européenne et en particulier espagnole. Vous savez, si en particulier il n'y a pas les mêmes droits de pêche qu'auparavant, ça veut dire que nous avons des bateaux européens, notamment espagnols, mais aussi portugais, qui ne pourront plus pêcher. Et donc, il faut les reconvertir. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, continuer à discuter après un accord impossible et en même temps laisser ces bateaux sans politique de reconversion. Donc voilà, on n'a pas décidé unilatéralement de ne plus parler. On a décidé de tirer les leçons du fait qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ce qui n'est pas du tout un drame. Hein. Est-ce que la porte reste entrouverte justement pour ce dialogue? Est-ce qu'il y a une possible reprise des négociations? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons tiré les leçons d'un échec, on s'est engagé dans une autre politique. Ça veut dire que les fonds européens qui auparavant servaient à aider financièrement le Maroc en contrepartie de certains droits de pêche, vont être utilisés non plus à aider le Maroc, mais à reconvertir la flotte de pêche européenne, puisqu'il n'y a plus de droits de pêche
dans les eaux marocaines. Donc voilà, c'est une autre politique qui n'est pas dramatique, hein, qui présente aussi beaucoup d'avantages pour le Maroc, hein, dans la mesure où vous récupérez la souveraineté sur vos droits de pêche et que les pêcheurs marocains vont mieux s'en comporter. Donc ça pose plus de problèmes à l'Europe qu'au Maroc. Est-ce que ce non-renouvellement de l'accord de pêche va peser sur la coopération économique entre Bruxelles et Rabat, quoi que l'on dise Non, je ne le crois pas. D'abord parce que, d'une certaine manière, elle était programmée. Ce non-renouvellement de l'accord de pêche était programmé en 1995. On avait décidé que c'était le dernier accord. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas être surpris aujourd'hui qu'au fond, on fasse les choses comme on avait prévu qu'elles se fassent. D'autre part, on avait toujours prévu une parfaite étanchéité entre les négociations pêche et les négociations agricoles. Et donc, voilà, la négociation de pêche, elle est conclue comme cela. Maintenant, les négociations agricoles doivent commencer et les liens entre les deux ne peuvent pas, ne peuvent pas compromettre la négociation à venir. Il est une évidence, Monsieur le Ministre, c'est que l'accès des produits marocains au marché européen se fait de plus en plus difficile. Le phénomène s'accroît d'année en année à cause notamment du coût d'entrée imposé par l'Union européenne et aussi du tonnage. Pourquoi ces mesures restrictives ? Mais permettez-moi de vous dire très aimablement ou amicalement que je m'érige en faux contre ce que vous dites. Le marché européen est un des plus ouverts du monde. Et même pour les produits marocains, les produits industriels, n'en parlons pas, tout est ouvert. Les produits de la pêche, tout est ouvert. Mais là, la difficulté pour les exportateurs marocains est... Non, je vous réponds. Produits industriels, pas de limitation. Produits de la pêche, pas de limitation. Produits agricoles, dans l'immense majorité des cas, pas de limitation, pas de contraintes particulières. Il y a quelques produits, une dizaine, dans le domaine agricole, qui font l'objet de difficultés de négociation avec des contingentements et des droits. Mais ça a fait l'objet de négociations, ça va faire de nouveau l'objet de nouvelles négociations. Mais on ne peut pas se fixer sur ces quelques difficultés-là, qui sont celles que nous avons à résoudre, celles avec lesquelles nous vivons depuis des années, que nous devons faire évoluer, que nous ferons évoluer. Mais pour que cet arbre-là ne cache pas la forêt de tout ce qui va bien. Mais Monsieur le Ministre, le fait d'imposer un calendrier pour les produits marocains, est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour l'Union européenne de faire du protectionnisme ? On sait que par exemple les produits marocains ne peuvent être écoulés sur le marché européen qu'une fois que les produits européens sont commercialisés. On parle de protectionnisme, et je suis tout à fait prêt à admettre que l'Europe parfois... fait preuve de protectionnisme, il faut toujours balayer devant sa porte. Hein. Dans les conversations que j'ai eues avec mes collègues marocains hier et aujourd'hui, j'ai donné des exemples qui ne sont pas de protectionnisme pur et dur, mais qui s'apparentent à des formes de protectionnisme. Est-ce que, sous prétexte que la fièvre afteuse a eu 2 foyers en France, dans 2 départements extrêmement localisés, est-ce que le fait d'exiger des exportateurs français de céréales des certificats comme quoi ils n'ont pas été au contact d'animaux ayant touché la fièvre afteuse, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière du protectionnisme déguisé ? Vous savez, dans ces matières-là, il faut toujours faire preuve de bonne foi. Tout le monde a au fond de sa tête un petit brin de protectionnisme caché. Alors mettons tout sur la table, n'accusons pas les autres. Il ne faut pas être dans cette logique d'accusation. La France et le Maroc ont des liens... C'est un simple constat, Non, justement, pas le constat, je le conteste, moi, le constat. Et donc, on a des liens historique de telle proximité entre la France et le Maroc, on ne va pas s'arrêter à ce genre de choses. Quand on a des difficultés, on n'est pas dans une logique de s'accuser ou de se monter du doigt, on essaie de résoudre ces problèmes, c'est ce que nous allons faire. Non, mais connaissons justement l'importance qu'a le marché européen pour le Maroc. C'est le premier marché. Mais vous savez que le marché marocain n'est pas important pour les Français, par exemple ? Bien. Il y a aussi de la part de l'Union européenne, on le sait plutôt, il y a de la part de l'Espagne une forte pression au niveau de Bruxelles, et ça on ne peut pas le nier. Dans quel domaine ? Agricole aussi. Oui, de la pêche, l'agriculture. Les Espagnols, parce que les Espagnols voient justement ils ont un défaut, c'est qu'ils sont vos plus proches voisins et qu'ils ont, à bien des égards, pour des raisons notamment climatiques, des productions qui sont, et pas seulement climatiques, mais géographiques aussi, de proximité. Oui, mais comment justement l'Union européenne va gérer cette pression au moment des renégociations ? Mais l'Europe, chère madame, c'est 15 pays, et s'il y avait des Suédois en Europe, ça serait beaucoup plus facile pour le Maroc. Simplement, il y a aussi des Espagnols et des Portugais, et des Français en Europe, et pour le Maroc, c'est plus difficile, mais c'est aussi ce qui fait le charme de l'Europe. Bien. Cela ne risque pas de fausser le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne ? Non, parce que je pense qu'il y a des intérêts convergents entre l'Union européenne et le Maroc qui sont tellement forts qu'ils emporteront tout ça, toutes ces difficultés. C'est pour ça peut-être qu'il faut améliorer la coopération. C'est pour ça que nous sommes là,
à notre place, ministres marocains et ministres français, pour approfondir et améliorer, renouveler ce partenariat entre nos deux pays, qui doit être un moteur dans la coopération entre l'Union européenne et le Maroc. Qu'est-ce qui a été conclu de concret lors de votre visite au Maroc? Vous savez, on a eu des conversations tellement larges avec le ministre de l'Agriculture, M. Alaoui, avec le ministre de la Pêche, M. Jbatou, avec le Premier ministre, M. Youssoufi. On a eu des conversations sur tous ces sujets. Nous avons convenu d'une méthode la plus concentrée possible, la plus dynamique et volontariste possible pour renouveler notre partenariat. Au fond, ce que nous avons fait hier et aujourd'hui, c'est ce que les deux premiers ministres ont fait la semaine dernière au niveau gouvernemental, dans ce séminaire intergouvernemental qui a décidé d'un nouveau partenariat renforcé avec des hiérarchies, des priorités pour que notre coopération, qui est si importante dans tous les domaines, puisse se fixer, de se donner un nouveau souffle. Eh bien, ce séminaire intergouvernemental a eu lieu la semaine dernière à Paris. Eh bien, nous l'avons décliné dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pendant ces 2 jours. Oui, et justement, au niveau agricole, qu'est-ce qui a été fait de concret ces 2 derniers jours? C'est-à-dire des résultats concrets? Je pourrais vous donner tellement de résultats que la liste serait le plus important. Mais vous voyez, ma visite ce matin dans la région de Kénitra pour voir les projets d'irrigation du HARP est un des exemples sur lesquels la coopération franco-marocaine va se développer dans les années qui viennent, va monter en puissance. Voilà un exemple, il y en a d'autres. Et nous avons besoin toujours de nous parler plus, de nous parler mieux, pour que dans tous ces sujets de coopération, nous sommes engagés de manière très serrée, de très grande proximité, que nous puissions aussi y voir clair pour savoir les caps que nous poursuivons ensemble. Nous faisons tellement de choses ensemble que nous avons besoin de nous donner des priorités, de hiérarchiser les choses. C'est ce que nous avons fait pendant ces 2 jours. Alors comment se fait-il que le Maroc, qui a libéralisé son secteur agricole, n'a pas intéressé les investissements français? On a vu curieusement plus les Espagnols venir investir dans ce domaine. C'est pas si simple que cela. C'est vrai qu'il pourrait y avoir plus d'investisseurs français dans le domaine agricole, mais il y en a plus qu'on ne le dit. Peut-être ont-ils besoin d'un peu plus de visibilité ou de sécurisation. C'est un sujet sur lequel nous avons besoin de parler, parce que le problème que vous posez, qui n'est pas si grave que cela, mais qui est un problème préoccupant si nous n'y prenons pas garde, a des explications qui sont peut-être d'ordre psychologique ou peut-être d'environnement juridique, économique, donc sur des sujets sur lesquels les choses sont en train de changer au Maroc. Oui, bien sûr, mais ça change aussi en France, vous savez, mais ça change peut-être plus vite chez vous. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le capital français a préféré s'investir ailleurs, dans les pays de l'Est? Non, vous savez, la France est le principal partenaire économique du Maroc, et en importation, en exportation, la présence des entreprises françaises est considérable dans votre pays, et nous nous en réjouissons. Ce partenariat économique est d'une telle force que s'il y a des petites difficultés ça et là aussi, notre responsabilité, c'est de le résoudre. Est-ce que la France ne va-t-elle pas contribuer au développement, à la modernisation du secteur agricole au Maroc? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui. C'est ce qu'elle fait tous les jours, et avec un grand plaisir, une grande joie, parce que c'est le sens même du partenariat renouvelé que nous appelons de nos voeux entre le Maroc et la France. Donc nous sommes déjà à ce travail-là depuis de tant d'années, tant de décennies, que aujourd'hui, c'est la suite logique de toute cette histoire. Bien sûr que nous voulons participer à cette modernisation dans tous les domaines, notamment dans le domaine agricole. Les questions européennes ont été largement dominées par la crise grave de la vache folle et de la fièvre afteuse, et ces problèmes ont remis en cause toute la politique agricole commune. Quelle est la position de la France aujourd'hui? Oula, ça, c'est difficile de le dire comme ça en quelques mots, en quelques phrases. Je pense que d'abord, il ne faut pas tout mélanger, que la crise de la vache folle est une crise à bien des égards difficile, parce qu'on la maîtrise mal, on ne connaît pas tout sur elle, c'est une maladie mystérieuse, que d'autre part elle est dangereuse pour l'homme et pour la consommation humaine, que en plus elle est sans doute le fruit d'un certain productivisme, où on a fait manger des farines animales, qui est aujourd'hui remis en question, alors que la crise de la fièvre afteuse, une crise qui ne s'apparente à rien de tout ça, très bien connue, un virus tout à fait maîtrisé, qu'on guérit très bien, mais n'empêche qu'il a fait des ravages en Grande-Bretagne, qui n'a rien à voir avec le productivisme, presque une maladie de pays pauvres, et qui n'a aucun danger pour l'homme. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Mais n'empêche que ça a posé quand même de sérieux problèmes. Oui, mais il faut que quand on gère ces crises, à la fois on sache surmonter les crises, c'est la gestion de crise, mais aussi qu'on sache tirer les leçons de ces crises pour le futur. Et donc nous avons à faire, après ces crises-là,
Quand nous en serons sortis, pour la fièvre aphteuse, c'est en voie. Pour l'ESB, je pense que c'est en voie, mais ça mettra plus de temps à être prouvé. Nous devrons tirer les leçons collectivement de ces crises pour réorienter le modèle agricole européen qui me paraît une urgence. De manière plus globale, justement, quelle position va défendre la France sur le plan agricole, puisqu'on sait que le secteur est important? Bien, la France, elle sera pour que le modèle agricole européen continue à évoluer et qu'il continue à évoluer dans le sens d'une plus grande multifonctionnalité de l'agriculture pour qu'on prenne en compte toutes les dimensions de l'agriculture dans l'espace européen, pas seulement la production, mais l'entretien des paysages, l'aménagement du territoire, et puis aussi d'autres valeurs comme le principe de précaution, la protection des consommateurs, la qualité, la sécurité des produits. C'est tout ça que nous voulons faire évoluer, que nous voulons faire évoluer aussi bien au sein de l'Europe, dans le modèle agricole européen, mais aussi dans la négociation internationale de l'Organisation mondiale du commerce, où nous avons des intérêts très convergents avec le Maroc pour défendre un certain modèle et certaines idées qui ne sont pas du tout libérales, mais qui sont aussi de régulation et de protection des consommateurs. Il y a une expertise qui devait être mise en place par la France pour justement aider le Maroc à faire son entrée dans l'OMC. Où en est-on aujourd'hui? La France et le Maroc, et nous en avons convenu lors de tous les entretiens que nous avons eu hier aujourd'hui, ont aussi besoin d'aborder d'une manière plus solidaire, plus conjointe, ces négociations à l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons, je pense, besoin de nous parler plus et d'approfondir nos approches communes pour qu'on n'aille pas comme ça à l'Organisation mondiale du commerce, qu'on se retrouve peut-être par les hasards des choses ou des discussions, peut-être les manœuvres de certains de nos partenaires communs, repoussés dans des camps différents alors que tant de nos objectifs et de nos intérêts sont convergents. Donc nous avons aussi décidé de travailler sur ces points de l'approche de l'OMC ensemble pour que nous défendions les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes idées, les mêmes concepts à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà une décision que nous avons prise hier et aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M et à dimanche prochain.